Donc pour ce webinaire, nous sommes deux intervenants. Donc moi, Julie, je suis chef de projet chez Concept Image et nous avons aussi Nicolas qui est dirigeant de l'agence. Nous avons eu un petit souci technique à l'enregistrement lors du webinaire. Les premières minutes ont disparu. Du coup, je refais l'enregistrement seul pour le moment. Mais Nicolas va apparaître à un moment donné de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous entendrez sa douce voix à un moment donné. Donc aujourd'hui, on va parler d'écriture. Donc certes, vous préparez pas le prix Goncourt, vous n'êtes pas en train d'écrire vos mémoires, mais en tant que chargé de com, chef de produit, responsable marketing, rédacteur, etc., forcément, vous produisez des contenus à un moment donné pour votre marque. Ça peut être des contenus sur des pages de votre site, sur votre blog, des publications pour les réseaux sociaux, des livres blancs, ça peut être aussi des vidéos, des podcasts, des webinaires, donc aussi des contenus qui ne s'écrivent pas, mais qui se présentent à l'oral. Bon, vous avez peut-être déjà entendu en repas de famille, bon bah toi ton taf c'est une passion, c'est pas vraiment un boulot en fait. T'écris des articles, tu postes des publications sur les réseaux sociaux, ça a l'air plutôt cool. Oui, mais s'il suffisait juste de poster des trucs sans se poser de questions, bah effectivement ce serait facile. Mais pour le coup, c'est un vrai métier. Et la preuve, il y a des gens qui sont rédacteurs à part entière dans leur métier, donc c'est vraiment quelque chose qui demande des compétences et du temps. Malheureusement, ça vient aussi parfois avec son lot de problèmes. Par exemple, la fameuse angoisse de la page blanche, assez classique de qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire. Donc ça, pour info, ça s'appelle la leucocélophobie. Voilà, je n'ai pas réussi à le dire en un coup, j'étais obligée de lire mes notes, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est un terme reconnu, ça existe vraiment. Et malheureusement, ça peut arriver très souvent. Ensuite, le deuxième problème que vous pouvez rencontrer, c'est le fait que vous manquez de temps. Le typique de oui, bah, quand j'aurai 5 minutes, je prendrai le temps d'écrire un article de blog. Puis en fait, les 5 minutes, elles se décalent de jour en jour dans votre calendrier et un mois plus tard, vous n'avez toujours rien écrit. Donc ça, on le sait, c'est aussi très classique. Et puis après, vous commencez à rédiger et là, vous vous dites les clients sur LinkedIn, est-ce que je les tutoie? Est-ce que je les vois? Est-ce que j'utilise des emojis? Quel emoji j'utilise? Et en fait, juste, vous vous retrouvez avec plein d'interrogations parce que vous avez aussi la possibilité de faire des styles plein complètement différents. Et encore plus si vous êtes plusieurs rédacteurs, là, chacun va amener sa patte, mais en fait, à un moment donné, c'est pas possible. Bon, heureusement, tout ça, c'est pas une fatalité, ni pour les écrivains maudits, ni pour les influenceurs, ni pour vous. Euh, L'objectif et la clé pour réussir, c'est vraiment de s'organiser, de penser tout ça en amont pour une fois que vraiment vous passez à la rédaction, ça coule de sens parce que votre cadre est posé. Donc produire du contenu, c'est vraiment un métier. Donc ce matin, on va voir deux éléments principaux. Donc d'un côté, la stratégie éditoriale qui va nous permettre de préciser à qui votre marque s'adresse, quand est-ce que vous prenez la parole, où est-ce que vous prenez la parole. Et puis le deuxième élément, c'est la charte éditoriale. Donc là, c'est plus pour définir comment s'exprime votre marque, quelle est la voix, pardon, quel est le ton, quels sont le vocabulaire, etc. Commençons par la stratégie éditoriale. Donc une stratégie éditoriale, ça regroupe l'ensemble des choix qui orientent votre production de contenu. Ça va permettre de vraiment préciser aussi un peu votre image de marque et comment est-ce que vous voulez prendre la parole. Et puis savoir comment produire le bon contenu au bon moment à la bonne cible. Là, on reprend une citation, une astuce de Twain qui dit « Le secret pour continuer à écrire, c'est qu'il faut commencer. » Et le secret pour commencer, c'est qu'il faut diviser les tâches qui peuvent être complexes et qui vous submergent en tâches plus petites et qui sont tout à fait gérables. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut attaquer la première tâche.
Donc nous, on a défini notre travail de stratégie éditoriale en 5 grandes étapes, en 5 questions. D'abord, pourquoi est-ce que vous écrivez? Parce que c'est un peu la première question, c'est quoi votre objectif quand vous écrivez un contenu? Est-ce que c'est pour attirer des prospects qualifiés? Effectivement, là, on a souvent quand même un objectif business derrière la rédaction de contenu quand on est une entreprise ou une marque. Donc, est-ce que j'ai pour objectif d'attirer des prospects? Est-ce que je veux gagner en visibilité? Est-ce que je veux améliorer la notoriété de ma marque? Est-ce que je veux augmenter le volume de mes ventes? Est-ce que je veux fidéliser mes clients? Est-ce que je veux me positionner en tant qu'expert? Donc ça, c'est des questions qui peuvent vous aider, vous, à définir quel est votre objectif. Vous pouvez aussi vous en poser en complément. Ensuite, notre deuxième grande étape, c'est pour qui est-ce que vous écrivez? Parce que si vous voulez produire du contenu de valeur ajoutée, il faut savoir à qui vous vous adressez. Et peut-être aussi que selon les différentes cibles que vous avez, vous pouvez justement écrire du contenu un peu différent. Donc, est-ce que vous écrivez à vos clients? Est-ce que vous écrivez à vos prospects, qui de fait sont moins matures que vos clients? Est-ce que vous écrivez à des professionnels? Est-ce que vous écrivez à des particuliers? On ne s'adresse pas de la même façon à ces 4 types de cibles différentes. Et puis, pour chaque cible, on va se poser la série de questions suivantes. C'est quoi leur objectif? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs problématiques? C'est quoi leur challenge? Et qu'est-ce qu'ils recherchent et comment ils recherchent? Ces questions-là, c'est important de se les poser parce que ça va vous permettre de vraiment bien cibler qui sont justement les personnes à qui vous vous adressez. Pour ça, on peut créer des personas. Donc les personas, c'est, si vous êtes dans le marketing et dans la communication, vous connaissez, c'est une technique qui en fait permet de définir des personnages fictifs qui incarnent une cible de votre marque. On va y décrire qui ils sont, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs freins. Et on peut avoir plusieurs personas. Peut-être on n'en a que 2, peut-être on peut en avoir 4, on peut en avoir 5, etc. Là, ça dépend de chacun. Et puis, on peut aussi cibler si on a des personas qui sont principaux et d'autres qui sont secondaires. Les personas, il y a plein de moyens de les définir. Le mieux, c'est déjà de commencer par la connaissance justement des équipes qu'ils ont sur leurs clients. On peut faire plein d'autres choses. Par exemple, si vous faites des interviews utilisateurs, si vous en faites une trentaine, de fait, vous n'aurez pas 30 personas, vous allez à un moment donné faire converger tout ça et vous allez peut-être en ressortir 4. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce que déjà, si vous ne l'avez pas encore fait, ça peut vous être utile d'un point de vue global dans votre stratégie de communication et stratégie de marketing. Et puis surtout, ça vous force un peu à vous confronter avec la réalité. Il y a toujours un delta entre ce que moi j'imagine. Je suis au marketing, à la communication, je travaille dans l'entreprise, j'imagine que mes cibles sont comme ça. Et en fait, quand je suis sur le terrain et la manière dont mes cibles sont. Donc ça va me permettre d'enlever un peu tous mes biais et de vraiment apprendre à connaître du coup mes cibles. Là, on vous a mis un exemple d'une cible, d'un personnage fictif qu'on a prénommé Sophie. On imagine qu'on est dans le cas où on est une entreprise qui propose un outil CRM en ligne. Et donc, on a fait ce travail de définition de nos personas. Et voici un exemple de fiche persona que l'on peut trouver. Il y a plusieurs niveaux de fiches qui existent. On est ici sur quelque chose, déjà une bonne première base. Donc, dans notre fiche persona, on va personnifier et humaniser un petit peu la personne. Donc l'idée, c'est de lui donner un prénom, de lui donner une photo, un âge, un poste. Là, on a précisé par exemple jeune, un début de carrière, ça permet de donner un peu aussi son niveau de maturité dans son poste. Et puis une localisation comme la ville où elle travaille. Après, pour rentrer un peu plus dans le détail, on va définir des caractéristiques de sa personnalité. Et ensuite, 3 points clés. Quels sont ses besoins dans son quotidien?
quelles sont ses motivations à utiliser un service comme celui qu'on peut proposer et quels sont ses freins à utiliser ce service. Et ça va nous permettre justement de accentuer peut-être là où peut se trouver un besoin. Ensuite, notre nouvelle étape, c'est où est-ce qu'on écrit? Sur son bureau, bon, ça c'était pour la petite blague, sur son bureau, sur son ordinateur, sur son smartphone. Non, en vrai, sur quel canal vraiment on va écrire? Est-ce que c'est sur votre site web? Est-ce que c'est sur votre blog, qui potentiellement peut être sur votre site web, mais on fait quand même la différence? Est-ce que c'est sur vos réseaux sociaux? Et parmi les réseaux sociaux, est-ce que c'est sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch? Voilà, des réseaux, il y en a plein. Et on le sait déjà aujourd'hui, on ne s'adresse pas de la même manière sur l'ensemble des réseaux sociaux. Est-ce que on rédige du contenu pour un email? Est-ce que c'est un emailing? Est-ce que c'est une newsletter? Est-ce que c'est sur des plateformes de streaming? Dans ces cas-là, Spotify, Deezer, Apple Podcast, pardon. Là, on est plutôt uniquement sur de l'audio. Donc, quel canal et quel support on choisit parmi tout ça? Là, les personas, ils vont vous être utiles parce que selon vos cibles, peut-être que vous allez essayer d'aller chercher les personnes plus ou moins sur certaines cibles. Peut-être qu'une cible un peu plus jeune va être présente sur tel réseau social et peut-être que votre cible, votre deuxième cible qui est un peu plus âgée va peut-être être sur un autre réseau. Je sais pas, c'est un exemple. En tout cas, c'est important de se poser la question. Et puis aussi, c'est pas parce que, par exemple, vous n'êtes pas utilisateur, je prends l'exemple de Twitter, vous n'êtes pas utilisateur de Twitter dans votre vie personnelle, que vous devez le bannir de votre stratégie de réseaux sociaux pour votre entreprise. Parce que peut-être que vous avez un sujet qui est vraiment pertinent pour Twitter, une cible qui est pertinente pour Twitter, il faut aller dessus. Vous allez vous former à l'outil, c'est pas grave si vous démarrez de zéro, vous allez vous former à l'outil et puis vous allez comprendre les codes et ça va fonctionner. C'est important de dissocier, vous, votre usage personnel à quelle est la stratégie pour mon entreprise. Et puis, effectivement, après, on sait que si on s'adresse à des professionnels, c'est peut-être plus LinkedIn. Si on s'adresse à des très jeunes et qu'on est dans du B2C, c'est peut-être plus Instagram. Voilà, après tout ça, ça se définit, ça se réfléchit. Là, par exemple, pour vous donner un exemple concret, c'est Zest. Donc Zest, c'est une start-up qui a conçu une application mobile dont l'objectif est de favoriser l'écoute et l'échange au sein d'une organisation. Donc en fait, c'est un outil plutôt RH. Ça permet notamment de recueillir des feedbacks des collaborateurs en temps réel. En tout cas, eux, la création de contenu, ils en ont fait un pilier assez stratégique dans leur stratégie marketing. Et donc, ils ont défini ces 5 ou 6 canaux sur lesquels ils prennent la parole. Ils ont donc un blog, ils ont des webinaires, ils ont une newsletter et puis ils ont des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter. Pour donner un autre exemple, nous par exemple chez Concept Image, on a donc effectivement un blog, on fait un webinaire donc comme celui-ci, et puis on fait en termes de réseaux sociaux, on a donc LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube pour les replays comme vous êtes en train de regarder, Twitch pour la diffusion en temps réel du webinaire. On a volontairement banni la Facebook récemment parce qu'on se rend compte que notre cible n'est plus sur Facebook, donc on préfère, pour notre image, volontairement couper ce réseau où, en fait, sur lequel on a peu d'interactions et qui ne nous semblait plus pertinent justement par rapport à toutes les réponses qu'on a données aux questions qui précèdent. Et donc, la nouvelle question, quand écrivez-vous? Et là, par exemple, nous, c'est Emma chez nous qui s'occupe de toute l'organisation des petits déjeuners. Là, on est ensemble ce matin. Elle va se laisser une petite semaine et dans le début mai, elle réattaque le sujet du coup de petit-déj du mois de mai. Ouais. Exactement. Et après, donc voilà, c'est ça, ce que je vous disais. Et il faut aussi donc se fixer aussi une régularité et un objectif par
par mois, par semaine, par année? Est-ce qu'on fait un article de blog tous les mois? Est-ce qu'on fait un ou deux livres blancs par année? Est-ce qu'on fait 3 publications sur les réseaux sociaux par semaine? Est-ce qu'on fait une newsletter par mois? Là, c'est à vous de décider quelle est la régularité que vous souhaitez vous mettre. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est que, la régularité, elle est appréciée par les utilisateurs et par les algorithmes. Les utilisateurs, parce qu'effectivement, bah, ça leur permet de voir, Ouais. voilà, d'avoir un rythme et de voir aussi un peu régulièrement que vous êtes présent et que vous dites des choses. Et aussi pour les algorithmes, parce qu'on sait que Google notamment aime les sites internet qui ont de l'actualité régulière et récente, parce qu'il juge que le site est frais et de fait, il peut valoriser ça. Et les algorithmes sur les réseaux sociaux, parce que bah, le principe, c'est que comme ils affichent selon l'interaction aussi des utilisateurs, de fait, si vous publiez régulièrement, il va juger aussi que vous êtes dans cette volonté de donner du contenu à vos utilisateurs, et il peut aussi, de fait, mieux vous ressortir vos publications. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport à ce que vous pouvez faire. Parce qu'il faut vraiment... Enfin, c'est assez classique, hein, mais il faut vraiment éviter de se mettre des trop gros objectifs que vous n'atteindrez pas, ce ne sera que de la déception. Autant commencer par un livre blanc par an, par exemple, parce que c'est du taf, hein, s'il y a 30 pages à produire ou 50 pages à produire, on sait que c'est du travail. Et puis bah, peut-être qu'au bout de 2 ans, vous serez à l'aise et puis vous augmenterez et vous en direz, bah non, j'en ferai 2. Ou pour les réseaux sociaux, je commence par un par semaine. Et puis au fur et à mesure, au bout de 4 mois, ça y est, c'est bon, c'est rodé, ma mécanique elle est lancée, bah, peut-être que je vais augmenter à 2, à 3, etc. Il y a un autre élément aussi par rapport à ça, c'est Mm. si vous engagez sur un rythme par rapport à votre audience, par rapport à votre cible, et que finalement vous êtes en incapacité de tenir le rythme que vous Mm. avez promis, vous pouvez aussi générer une forme d'insatisfaction, de frustration, Oui, et même de décrédibilisation de la marque qui n'a pas su tenir son engagement Mm. en termes de promesses éditoriales, quoi. Donc là, pour reprendre l'exemple de Zest, eux, ce qu'ils se sont dit, c'est 10 articles par an, un webinaire par mois, une newsletter par mois et 5 posts par mois. Donc c'est un exemple de rythme. Nous, chez Concept Image, en termes d'articles de blog, on est entre 1 et 2 par mois. En termes de webinaire, du coup, on est à 1 par mois. Et en termes de réseaux sociaux, on est plutôt à 3-4 posts par semaine. Tout réseau confondu. Donc ça, c'est 2 exemples de calendrier éditorial que vous pouvez mettre en place. Après, il n'y a pas de vérité sur le sujet, quoi. Enfin, l'enjeu, c'est adapter en fonction Oui, de vos propres besoins et de votre propre capacité à exactement, produire c'est du ça. contenu, quoi. Tout à fait. Et du coup, bon, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect régularité, que effectivement, c'est important d'être régulier pour les internautes et pour les algorithmes. C'est moi de parler. Exactement. Quatrième point, de quoi est-ce que vous allez parler? Donc évidemment, hein, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une ligne éditoriale, qui est en fait le fil rouge de votre communication. Quels sont les messages que vous voulez faire passer, les thématiques que vous souhaitez aborder, ce qui va permettre d'assurer une cohérence de tous vos contenus et d'éviter de produire des contenus hors sujet qui ne collent pas à l'ADN de votre marque ou aux besoins, aux attentes de vos cibles, hein. Donc la ligne éditoriale, c'est un élément fondamental. Donc comment on fait pour définir une ligne éditoriale? Bah déjà, vous pouvez commencer par lister les thématiques que vous souhaitez aborder, les sujets qui sont susceptibles d'intéresser vos cibles, hein. Donc ça, c'est la première étape. Alors, de quoi vous pouvez parler? Bah déjà, vous pouvez parler de vous. D'accord? Ça peut être des sujets qui peuvent être, intéressants aussi à adresser à vos cibles. Vous avez des choses à raconter, hein. Vous pouvez parler de votre histoire, de la naissance de l'entreprise, de l'équipe, de l'actualité, du fait de participer à un événement, par exemple, de montrer les coulisses, un peu les coulisses de l'entreprise, ou une anecdote, ou un échec qui vous a fait progresser. Enfin, bref, il y a 1000 sujets que vous pouvez aborder dans le cadre d'une prise de parole autour de votre entreprise. Donc là, on a pris l'exemple de Respire, qui en fait met souvent en avant son équipe, et notamment à travers une des fondatrices de l'entreprise, ou à travers des événements sportifs auxquels il participe, l'ambiance de travail.
Ils ont également réalisé des lives sur Instagram dans lesquels ils parlaient de la naissance du projet, de la création de la marque. L'une des forces de cette marque, c'est la communauté en fait qu'elle arrive à agréger et à animer. À l'origine, Respire en fait a été créé grâce à une campagne de crowdfunding et aux internautes qui ont participé au projet auquel ils croyaient. Et depuis, la marque est arrivée à animer cette communauté et à créer un lien fort avec elle. Et c'est notamment possible grâce au contenu qu'elle publie régulièrement à destination de cette communauté qui permet de garder de la proximité avec les membres de la communauté, quoi. Et d'augmenter son capital sympathie, en fait, auprès de tous ces différents membres. Juste un complément. Le cas de Respire, là, c'est très tendance en ce moment dans les prises de parole, justement, des startups, des nouvelles marques, surtout qui s'adressent directement aux consommateurs, parce qu'on est un peu dans cette mouvance de transparence, expliquer qui on est, comment on choisit nos produits, si le côté éco-responsable, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui fonctionne beaucoup en ce moment, mais aussi que les consommateurs sont en demande. Donc, il y a aussi, puis il y a la tendance d'incarnation de la marque, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut incarner de plus en plus les marques à travers soit les collaborateurs, soit les dirigeants, en effet, de l'entreprise. Ensuite, vous pouvez parler de vous, mais vous pouvez aussi parler de vos produits et de vos services. Alors là, attention, parce que l'idée, c'est pas de faire des promos, 2 pour le prix d'un, ou voilà. L'enjeu, c'est pas de la communication promotionnelle ou commerciale. L'enjeu, c'est plutôt d'apporter, du contenu à valeur ajoutée autour de vos produits et de vos services qui sont susceptibles d'intéresser votre audience. Vous n'êtes pas là pour vendre directement vos produits, mais vous êtes là pour produire du contenu à valeur ajoutée, encore une fois, autour de ce que vous proposez. Alors là, il y a un bon exemple, c'est la SNCF. Ils ont créé un compte Instagram pour partager des idées de voyage. Donc, encore une fois, c'est pas des promos sur les billets de train, mais le compte Instagram, il est là pour parler d'idées de voyage, de découverte de nouveaux endroits, qui seront évidemment l'opportunité de prendre le train pour aller les visiter. Mais voilà, donc ils ont un peu contourné, ils parlent en fait de leur métier, qui est de vous emmener dans des lieux différents à travers la présentation de ces lieux différents, quoi. Voilà, l'idée c'est de donner envie de voyager et donc finalement, par ricochet, de prendre le train. Un autre sujet qui peut intéresser aussi vos prospects et où vous avez une vraie légitimité et des choses à dire et où vous connaissez des choses, c'est de parler du secteur d'activité dans lequel vous vous inscrivez. Ça peut être aussi d'apporter des conseils pour faciliter la vie de vos clients. Donc là, on a pris en exemple la Forêt Immobilière, donc là qui a créé, c'est un blog, je crois, de mémoire, qui, en fait, dans son blog, ne va pas parler, évidemment, des maisons à vendre ou à louer, mais va parler de l'actualité de l'immobilier, va donner des conseils autour des offres de services de l'agence, sur, je sais pas, comment bien déménager, les premiers pas dans l'installation, ils vont parler de tendances d'éco, d'innovation écologique, de droit immobilier. Voilà, ils vont parler de la thématique de l'immobilier au sens large et apporter des conseils et de la valeur ajoutée à leurs clients, à leur audience. Un autre exemple, c'est Happy White, qui est une start-up rennais, je ne sais pas si vous connaissez, pareil, qui aussi intervient dans le domaine de l'immobilier. Son rôle, c'est d'accompagner les promoteurs immobiliers qui souhaitent digitaliser leur processus et l'expérience client. Donc, ils vont traiter de sujets tels que les nouvelles technologies, les innovations immobilières, l'impact du numérique sur les professionnels du secteur, etc. Voilà. Donc, pareil, ils ont développé un blog autour de la thématique, du secteur dans lequel ils interviennent, quoi. Ça, c'est un autre élément important, très important aussi, c'est d'alterner le format des capsules, en gros, des contenus sur lesquels vous allez communiquer. Donc, il y a le concept du snack content et du slow content. On n'aime pas trop, d'ailleurs, c'est un élément de notre charte éditoriale à l'agence, c'est de ne pas parler anglais.
voilà, chez Concept Image, on souhaite, comment dire, essayer d'utiliser, d'ailleurs c'est l'objet aussi des petits déj, hein, d'être pédagogique et d'avoir comment dire, de communiquer avec des termes compréhensibles par nos clients, de pas être dans les, comment dire, le trendy jargon. comme jargon, machin, Ouais. etc., hein, mais d'être simple et voilà, et de bannir l'anglais. Donc on vous a un bon exemple ici hein, de cohérence de notre charte éditoriale, puisqu'on va vous parler de snack content et de slow content. Bon, malheureusement, parfois, c'est vrai que l'anglais quand même permet d'imager, d'avoir comment dire, en quelques mots, de comprendre facilement de quoi on parle. Mais bon, on n'a pas trouvé d'alternative à snack content et slow content. Enfin, ceci étant, snack content, on peut appeler ça du micro-contenu. Bon, ça fait quand même moins... c'est moins punchy que le snack content. Donc, pourquoi snack content? Parce que c'est les comparaisons avec les encas hein, alimentaires. Donc, quelque chose qu'on peut consommer comme ça, vite fait, sur le pouce, facile à grignoter entre deux réunions. Donc, c'est un format qui est particulièrement... comment dire qui s'est particulièrement développé avec la croissance des réseaux sociaux et du web mobile. Donc en fait, les utilisateurs sont de plus en plus bombardés par du contenu, ok, donc ils sont assez volatiles. Et donc l'idée, c'est que le temps d'attention hein, des consommateurs est réduit. Donc l'idée, c'est de leur proposer des contenus rapides à consommer et un peu impactants, quoi. Alors, donc ça, c'était le snack content et le slow content. Donc là, on n'a pas trouvé le contenu lent. Long. Bon, Ouais, long, long, c'est mieux, ouais. Lent, c'est pas très valorisant. Lent, c'est pas terrible, ouais. Donc en fait, en gros, c'est l'inverse du snack content hein, qui se consomme rapidement. Donc là, vous l'avez compris, hein, c'est des contenus qui sont longs, qualitatifs et qui traitent d'un sujet en profondeur. Donc évidemment, ça demande beaucoup plus de temps à produire. Donc leur fréquence, évidemment pas la même que la fréquence du snack content. Voilà. Donc son objectif, c'est de permettre de vous démarquer, d'arriver à bâtir une relation avec votre audience de façon plus profonde, on va dire. Il y a plus de fond pour pouvoir créer un lien plus fort et plus durable. Alors en fait, l'idée c'est pas de dire je choisis de communiquer snack content ou slow content. L'idée c'est de dire les deux sont intéressants. Et il faut trouver le bon équilibre en fait entre des contenus rapides à consommer, des contenus à forte valeur ajoutée et plus longs. Hein. Donc ce qu'il faut c'est trouver le bon équilibre et probablement aussi de choisir les bons canaux de diffusion en fonction de la typologie de contenu que vous souhaitez déployer. Donc on a un exemple avec la Fnac. Donc on avait déjà parlé l'année dernière sur un autre, quand on a parlé des podcasts. Donc ils ont créé un podcast qui s'appelle Infusion Fnac, qui est dédié à la création artistique et qui laisse la parole aux artistes en fait pour parler de leur processus créatif, de leur façon de travailler et de leurs inspirations. Donc par exemple, ils ont enregistré un épisode avec Clara Luciani, sous forme d'interview. Donc, c'est un épisode qui dure 24 minutes. Hein. Donc, c'est pas du snack content, hein, c'est du slow content, qui a demandé évidemment beaucoup de temps en production, en préparation, en logistique, organisation, montage, etc. Donc, c'est bien du slow content. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réutilisé le contenu qui a été issu de ce podcast de 24 minutes. Ils en ont pris des micro-capsules, si je puis dire, qu'ils ont ensuite ils ont transformé en, comment dire, en slow content, en snack content, je m'en mêle, faire la promotion du podcast à proprement parler, quoi. Hein. Voilà. Donc, on a pris l'exemple d'un podcast, mais vous pouvez faire la même chose avec n'importe quel type de contenu. Si vous avez, par exemple, un article de blog, un peu long et avec pas mal de contenu et de valeur ajoutée, vous pouvez ensuite en extraire certains des punchlines, enfin, faut pas parler anglais, des contenus un peu séduisants, et les publier en effet sur des réseaux sociaux, par exemple, pour donner envie de lire l'article ou d'aller voir votre newsletter, quoi. En fait, c'est ça qui est, pour compléter, ça qui est intéressant, c'est que quand vous produisez un slow content qui va vous demander du temps, surtout du temps en fait, Ouais.
il va pas servir que à ça. Vous allez pouvoir l'extraire et le transformer sous d'autres formes. Par exemple, là, nous, le travail qu'on fait sur le webinaire, Ouais. donc là, vous avez la première version, on va dire, de notre travail sur ce sujet-là. Ensuite, on va en faire un article de blog dans lequel on va mettre le livre blanc qui sera téléchargé. On va en faire un replay du coup du webinaire qui sera dispo sur notre vidéo YouTube. On en fait aussi parfois des sliders sur LinkedIn. Vous savez, quand on charge un PDF et que ça fait des encarts là qu'on peut défiler. Donc on en extrait juste une petite partie et on peut en faire un, deux ou trois. Donc pour un contenu produit de base, déjà là, il y en a 4. Et après, effectivement, si on avait une newsletter, on pourrait imaginer qu'on pousse aussi ces contenus-là dans notre newsletter, etc. On fait même plus que ça, parce qu'en fait, parfois, ça peut nous arriver de revendre un petit déj dans une entreprise qui a besoin, qu'on intervienne. Alors, je ne crois pas que c'est pu arriver pour la charte éditoriale, stratégie éditoriale. Oui, on l'a fait avec les étudiants en BTS de Kiwi Institute, où effectivement on a animé, ça fait 2 ans là qu'on anime 6 sessions de cours avec eux, et en fait effectivement on reprend les petits déjeuners qu'on a déjà fait, on ajoute des cas pratiques, des temps de travail en commun, etc. Mais on repart effectivement de cette base-là. C'est le concept en fait de la curation de contenu, quoi, qui est de dire quand on produit un contenu, comment, parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est un investissement important pour les collaborateurs qui travaillent sur le sujet, comment ce temps, après ça, on peut le réexploiter et l'optimiser sous diverses formes, à différents moments. Voilà. Donc on peut arriver, nous, même à le monétiser, si je puis dire, à le revendre. J'avais une autre idée, un autre truc qu'on faisait aussi, mais... non, je sais pas. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, on est très attaché à ça, quoi. Quand on produit un contenu à valeur ajoutée, comment en tirer le meilleur parti sous différentes formes. C'est à toi de parler. Ouais, exact. Si jamais vous êtes en panne d'inspiration, parce que ça, donc la fameuse angoisse de la page blanche, qui peut être de tout ordre. On peut avoir une page blanche sur je produis un article de blog, comme je peux avoir l'angoisse de la page blanche sur je produis juste un post pour Instagram, quoi. Il n'y a pas de niveau de contenu qui peut générer ce stress. Donc là, déjà, tout simplement, vous pouvez faire de la veille. De la veille déjà auprès de vos concurrents, savoir un peu ce qu'ils font, sur quelles thématiques ils sont. L'idée, c'est pas de repomper ce qu'ils font déjà, parce que ça n'a aucun intérêt, justement, ça n'a pas de valeur ajoutée pour vos utilisateurs, mais c'est plus peut-être de se dire « Ah, mais ça, c'est intéressant, j'ai 3 concurrents qui parlent du même sujet, c'est intéressant, par contre, ils ont oublié de parler de ça, et c'est dommage parce que, selon ma vision à moi, j'aimerais creuser ce sujet-là. » Donc peut-être que je vais reprendre ça, mais avec, du coup, ma propre vision, ou peut-être c'est marrant, ils n'ont pas du tout parlé de ce sujet-là, alors que pour moi, c'est hyper stratégique, sur quelque chose dont voilà, ils n'auraient pas du tout évoqué. Donc ça peut aider à se dire, voilà, est-ce que je reprends des choses qu'on sait qui fonctionnent, parce que s'ils l'ont fait, c'est que eux aussi se sont posé la question et se sont dit, c'est utile d'écrire ça pour nos cibles. Donc ça peut l'être aussi pour vous. Est-ce que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas traitées. Et puis après, de manière globale aussi, vous pouvez faire de la veille, pas forcément sur vos concurrents, mais sur les acteurs de votre écosystème, ou même tout autre sujet qui pourrait vous inspirer. Vous pouvez rebondir sur des sujets d'actualité. Ça fonctionne bien aussi, surtout sur des réseaux comme Twitter notamment. On aime ce côté rebondir sur des sujets d'actualité. Bien évidemment, il faut que ce soit des sujets sur lesquels vous ayez un intérêt à rebondir. Vous pouvez interroger vos équipes, notamment toutes les équipes qui vont être en contact avec vos cibles. Les commerciaux, le service après-vente, je sais pas, après... il peut y avoir plein de postes qui en interne qui justement peuvent remonter des envies. Et peut-être que vont vous dire, oui, là j'ai les clients, ils n'arrêtent pas de me parler d'un nouveau truc. Est-ce que ce serait intéressant qu'on en fasse un sujet ou pas? Nous, ça nous arrive par exemple pendant les webinaires qu'on ait des questions qui sortent un peu de notre thématique, mais on sent que c'est un besoin de la part des gens de creuser ce sujet-là. Du coup, on se l'ajoute dans notre to-do d'articles de blog à écrire par la suite. Donc ça peut être un exemple. D'ailleurs, vous pouvez poser des questions si vous voulez, je vous rappelle sur le... Ouais, effectivement, ouais.
Même là, en présentiel, vous avez le droit de lever la main. Ensuite, ce qui est important, c'est de s'organiser. Donc là, c'est la chef de projet qui vous parle. L'organisation, c'est le nerf de la guerre. C'est important de savoir qui va contribuer à la rédaction des contenus. Est-ce que vous êtes une personne, deux personnes, trois personnes? Est-ce que c'est des gens qui viennent d'intégrer l'entreprise ou qui sont déjà là depuis plusieurs années? Est-ce que juste pour un besoin ponctuel, vous avez besoin de chercher quelqu'un d'autre? Dans ces cas-là, si vous êtes une équipe de trois, qui a le mot final sur tout ça ou qui gère tout ça? Donc, juste posez-vous, peut-être 5 minutes, ça suffit, hein, mais en tout cas, de bien savoir qui va écrire. Après, est-ce que vous mettez en place des process? Est-ce que c'est une personne qui fait tout? Dans ces cas-là, son process va être assez simple. Est-ce qu'elle fait appel à quelqu'un pour relire? Est-ce qu'elle fait appel à quelqu'un pour valider? Est-ce que c'est elle qui va publier aussi les contenus? Et quand est-ce qu'elle publie? Ça, c'est le calendrier éditorial. Donc, nous, par exemple, pour vous donner une idée, à l'agence, donc c'est Emma, donc toujours, qui rédige tous les contenus justement de l'agence, les réseaux sociaux, les articles de blog, les webinaires. Et on a un système de chaîne sur Slack, donc c'est ce qu'on utilise en messagerie interne. On a une chaîne Slack relecture dans laquelle on est quelques collaborateurs à être dedans, pas toute l'agence, hein, mais on est peut-être 4-5. Et du coup, dès qu'elle a un post ou dès qu'elle a un article, elle nous l'envoie dans Slack et elle nous demande est-ce que vous êtes OK pour relecture. Il y a toujours une ou deux personnes qui sont dispo parmi les 5. Et du coup, on lui dit bah oui, tiens, ou juste tiens, t'as laissé une petite faute, ça nous arrive à tous. Ou j'aurais reformulé ça différemment, ou il y a un lien qui est pas bon, blablabla. Et du coup, c'est automatique, maintenant c'est dans nos habitudes, ça nous prend un quart d'heure et comme ça c'est fait. Et donc, pour poursuivre sur la façon dont on est organisé, il y a aussi l'ensemble des collaborateurs qui contribuent, que ce soit à l'écriture des articles de blog, même si ensuite c'est repris par Emma qui formalise et qui s'assure que ce soit conforme à la charte et que ce soit, voilà, qu'il n'y ait plus de fautes et que ce soit propre. Chaque collaborateur au sein de l'entreprise a la possibilité, je pense que quasiment tout le monde a dû participer à l'écriture d'un article de blog, peut-être pas moi, mais autrement quasiment tous les collaborateurs ont participé à la création d'articles de blog, par exemple, ou beaucoup de collaborateurs ont participé à l'animation de Petit-Déj aussi. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'engager l'ensemble des employés de l'entreprise dans la production de contenu à valeur ajoutée. Mais ce qui est important, c'est que on a vu qu'on avait besoin en fait de Emma, on a besoin d'une coordinatrice, de quelqu'un qui coordonne et le planning éditorial, et la relecture, et la publication, parce que c'est quand même beaucoup de boulot aussi, quoi. Voilà. Donc il y a ces deux dimensions-là, quoi. Et ensuite, le dernier point, c'est le budget. Parce que, est-ce que c'est vous qui rédigez tout en interne? Est-ce que vous avez besoin d'un prestataire externe sur un sujet précis? Est-ce que vous avez besoin de créer des visuels en complément de votre partie texte? Est-ce que les visuels, vous les achetez sur une banque de données? Est-ce que vous faites un shoot photo? Est-ce que vous avez besoin d'une illustration? Il faut passer par un studio graphique, etc. Donc ça, c'est bien aussi de se poser ces questions-là pour peut-être anticiper sur l'année. Si vous vous dites, bon, j'ai X temps de budget pour mon année, peut-être que sur mes webinaires ou sur mes livres blancs, là, je vais avoir besoin d'un peu de créa, donc je vais faire appel à une agence externe. Et puis pour mes publications réseaux sociaux qui sont plus au quotidien, j'ai pas le budget pour ça, donc je vais essayer de faire par moi-même ou voilà. Donc ça c'est bien aussi pour avoir la vision un peu globale et à long terme, quoi. Ok, on va partir. J'ai une question. Ah oui, vas-y, j'avais demandé si on Est-ce qu'il est possible de passer par quelqu'un d'extérieur pour aider à la rédaction de contenu? C'est un peu ce que tu viens de... Ouais, tout à fait. Oui, effectivement, c'est possible de passer par quelqu'un de l'extérieur. Déjà, on l'a avec donc 2 personnes qui sont en présentiel, qui sont rédactrices à temps plein et effectivement qui travaillent avec des entreprises sur des sujets spécifiques. On fait votre pub direct. Donc il s'appelle Plume et Science. Spécialisé dans la rédaction scientifique. Donc oui, ça c'est possible. Après, il y a quand même une limite. Ouais. C'est que, par exemple, on a des clients qui de temps en temps nous disent
est-ce que vous pouvez vous occuper du community management de la marque? Et on dit non. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit non? On leur dit, enfin, on leur dit pas non. On leur dit, on va vous proposer de travailler sur votre stratégie éditoriale, de travailler sur votre, comment dire, charte éditoriale, sur votre planning éditorial. Donc, on va créer le cadre pour pouvoir vous exprimer. Mais la réalité, c'est que pour, comment dire, avoir du contenu pertinent et chaud, eh ben, il faut être au contact direct avec votre entreprise. Donc, même, je leur dis, éventuellement, si nous, on définit un cadre qui est clair, simple à prendre en main, ça peut même quelqu'un qui peut être en alternance et qui est là, je sais pas, à mi-temps, une fois, une semaine sur deux, mais qui sera au contact des produits, des collaborateurs, des services, du marché, alors que nous, on est trop éloignés pour pouvoir, voilà. Après, il y a des agences qui proposent des services de community management. Il y en a à Rennes, il y en a partout, évidemment. Mais nous, en tout cas, chez Concept Image, notre parti pris, c'est plutôt de vous aider et de vous donner les outils pour pouvoir faire ça en interne directement. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions Non, c'est bon. Et, du coup, on attaque la deuxième partie. Bon, je pense qu'il y a Blue Bag Clem qui va appeler Plume et Science bientôt. Ouais. Je note, je mettrai là-dessus. Donc maintenant, on va parler de la charte éditoriale. Donc une charte éditoriale, donc c'est le comment dont on parlait tout à l'heure. On a vu la stratégie éditoriale, le qui, le pourquoi, le quand, le combien, voilà, tout ça on a parlé. Maintenant, on va parler de la charte éditoriale, c'est du comment je parle. D'accord ? Comment, voilà. Et ça, en fait, la charte éditoriale, c'est un document de référence qui permet de lister les règles pour la rédaction de contenu. Voilà, donc comme c'est écrit, son rôle, c'est d'uniformiser votre prise de parole. Alors, elle est destinée à tous les contributeurs, parce que comme le disait Julie tout à l'heure, il n'est pas rare, on va dire. Souvent, il y a plusieurs contributeurs, plusieurs personnes sont amenées à prendre la parole pour l'entreprise, pour votre organisation. Donc il y a différentes personnes, puis c'est des personnes qui peuvent changer aussi. Ça arrive qu'il y ait du turnover dans les organisations. Donc ce document va permettre d'avoir un document de référence qui permettra d'assurer encore une fois cette homogénéité de prise de parole, quelle que soit la personne qui prend la plume pour prendre la parole, quoi. Donc tout à l'heure c'était Mark Twain, maintenant on va parler de Steinbeck. Ce que disait Steinbeck, c'est faites comme si vous écriviez non pas pour un éditeur, un public ou des lecteurs, mais pour quelqu'un de proche, comme votre sœur, votre mère, ou une personne pour laquelle vous avez de l'affection. Donc c'est un peu contre-intuitif. Dans l'entreprise, on ne va pas écrire pour sa mère. Sauf si, évidemment, sa mère est une cible clé dans le cadre de votre activité. Ce qui peut arriver, mais quand même pas forcément... voilà. Donc c'est bien ce conseil, donc c'est le fait d'écrire pour et d'apporter de l'incarnation de l'âme dans le process d'écriture, c'est bien en effet pour écrire un livre, mais comme je disais, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre pour le blog. En fait, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que dit Steinbeck, c'est que on écrit pour des gens, quoi. Ça doit être incarné. Il faut qu'il y ait, que l'âme passe. On n'écrit pas pour des machines, on écrit pour des gens avec des émotions. Donc voilà. Donc ça permet de boucler sur le fait que c'est très important de bien connaître vos cibles, confère ce qu'on a dit préalablement. Et l'autre élément aussi qui est important, c'est que quand on incarne, quand on met de l'âme, quand on met un peu ses tripes, si je puis dire, dans ce qu'on écrit, bah, c'est plus facile aussi que d'avoir une écriture complètement désincarnée. Voilà. Donc c'est quand même un point qui peut être intéressant. Donc là, vous avez, alors je ne sais pas si vous allez arriver à les lire ou pas. Moi, en tout cas, c'est sûr, j'arrive pas à les lire. Et là, il y a 4 posts Instagram qui a été, à quelques jours d'intervalle, qui a été publié par GoPro. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les 4, bon, vous verrez quand on vous remettra le
doc à l'issue du petit-déj, c'est complètement hétérogène. Parfois, ils tutoient, parfois, ils vouvoient, ils utilisent parfois des mots en anglais, parfois pas. Le vocabulaire peut être très familier, ou alors il peut être beaucoup plus sérieux. Bref, il n'y a aucune cohérence dans la prise de parole, c'est pas du tout unifié, d'accord ? À l'inverse, quand vous avez bien réfléchi donc à vos cibles, voilà, on peut, là c'est un deuxième exemple qui est un exemple de... Chiloé. Voilà, Chiloé. Chiloé. Ouais. Où là, vous le verrez, parce qu'encore une fois, c'est compliqué à lire, voilà. De mémoire, c'est une boîte qui organise des séjours... qui fait des accessoires pour extérieur. Ouais, j'étais pas loin. Ouais. Des randonnées, oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord, des accessoires, voilà. Chiloé. Et donc là, ils ont une prise de parole qui est ultra cohérente. Alors, c'est un peu funky, très en proximité, un peu rigolo et décomplexé, on va dire, totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai choix éditorial, il y a une façon de parler qui est vraie, et qui est cohérente, parce que là, on voit deux postes différents, et même si le contenu, évidemment, n'est pas du tout le même, la façon de parler, la prise de parole est vraiment unifiée, quoi. Voilà, il y a un vrai style, une vraie identité. Voilà, c'est comme si c'était une personne qu'on rencontrait dans la rue, quoi. Enfin, une personne qu'on rencontre dans la rue. Bon, après ça, il y a des gens qui sont un peu tarés, qui peuvent partir dans tous les sens. Mais généralement, la personne est une. Je veux dire, et quand vous la revoyez 15 jours après, c'est la même personne. Voilà. Et ben, l'enjeu, c'est que la marque est une aussi. Et qu'il y a une vraie cohérence dans la marque. Quand vous la croisez une fois, deux fois, trois fois, vous retrouvez la même marque, la même entité, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on met dans une charte éditoriale ? Vas-y, je réponds. Vas-y, à toi. Déjà, premièrement, on met donc la voix et le ton. On commence par ça, d'ailleurs. La voix, c'est... En fait, c'est la même dans toutes les situations qu'on peut rencontrer. À l'inverse, le ton va s'adapter selon l'interlocuteur, selon la situation. Effectivement, on ne parle pas forcément de la même manière si on parle à un ami, si on parle à un collègue. Donc, on peut aussi imaginer on peut parler peut-être différemment selon les cibles qu'on cherche à atteindre ou selon le canal de diffusion qu'on utilise. Le ton, il doit être cohérent, bien évidemment, avec l'image que vous avez envie de donner de votre entreprise. Donc, là, on a mis quelques exemples. Il peut être chaleureux, il peut être sérieux, il peut être léger, il peut être humoristique. Et après, sur chacun, on peut aussi jauger jusqu'où on met. Est-ce que, je sais pas, sur le côté humour, est-ce qu'on reste plutôt dans le côté un peu léger ? Est-ce qu'on fait des petites blagues de temps en temps ? Ou est-ce qu'au contraire, on fait tout le temps de l'humour dans toutes nos prises de parole ? Bon, je fais un peu exprès, l'idée c'est toujours on a hésité pour les petits-déj, on a décidé de faire un truc, du stand-up à deux, là. Ouais. On s'est pas senti. C'est ça, tout le monde se marre tout le temps, mais finalement non. Ce qui veut dire qu'il faut être à l'aise aussi avec ce qu'on écrit. Il faut, effectivement, si on choisit un ton à un moment donné, il faut pouvoir l'incarner en continu. Donc, si vous écrivez des choses où vraiment ça a été compliqué de le sortir une fois, peut-être n'y allez pas une deuxième fois parce qu'en fait ça va pas marcher sur le long terme. En tout cas, voilà, l'idée est quand même de lister un petit peu le type de ton vers quoi vous voulez aller. Après, vous allez travailler du coup le vocabulaire. Quels sont les bons mots pour s'exprimer ? Est-ce qu'il y a des mots qui sont interdits dans votre secteur d'activité, d'autres à l'inverse qu'il faut recommander ? Est-ce qu'il y a des mots que vous utilisez dans votre jargon, mais que vos clients n'utilisent pas ? Du coup, comment on fait ? Est-ce qu'on décide d'utiliser votre jargon ? Est-ce qu'il y a un mot à mi-chemin ? Est-ce que plutôt on vulgarise ? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et vous avez aussi le droit de vous faire une liste noire un peu de mots-clés qu'il faut éviter d'utiliser. Ça, c'est possible. Effectivement, jargon, technicité, vulgarisation, jusqu'où on va sur ce sujet-là. Ça dépend à qui on s'adresse, bien évidemment. Après, il faut quand même se dire que un être humain qui soit... on est tous à la fois professionnels et particuliers, et en fait, à un moment donné, on est pareil dans nos deux vies, si on peut dire ça. Donc, si
de base, on peut déjà aller dans quelque chose d'assez vulgarisé. Le mot est un peu trop fort, mais disons que plus on simplifie les choses, et plus déjà quand même c'est compréhensible par le plus grand nombre. Et aussi par la personne qui est peut-être très 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 technique. Si on lui parle d'une manière simple, elle va comprendre dans tous les sens. Donc il faut réussir à jauger selon vos cibles, toujours aussi selon le canal, jusqu'où on va en termes de technicité. Peut-être selon le support aussi, peut-être que dans l'article de blog, on va être plutôt simple, et peut-être que dans le livre blanc, là, on va ajouter un niveau de technicité. C'est des exemples, mais ça peut être ça. Après, vous pouvez poser la question aussi des pronoms à utiliser. Est-ce que vous tutoyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous dites nous, on, l'entreprise pour vous? Tout ça, c'est des questions à se poser. Ici, là, on met l'exemple de BZB, qui, pour le coup, eux, tutoient leurs utilisateurs dans la newsletter. Bon, eux, ils s'adressent à une cible 15-25 ans. Donc, clairement, on est sur une cible, pour le coup, très jeune en termes de marketing. Ils ont envie d'avoir cette simplicité et d'avoir ce rapprochement avec la cible. Donc, ils utilisent le tu. Et d'ailleurs, ils l'utilisent aussi sur les points de vente. Oui, exact, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Et ça se fait de plus en plus d'ailleurs, je trouve, d'utiliser le tu, qui décomplexe un petit peu, parce que le vous, ça fait tout de suite un peu... ça alourdit un peu les choses. Et effectivement, le fait de l'utiliser en point de vente, c'est cohérent. C'est ça, en fait, qui est important, c'est que c'est cohérent dans toute leur prise de parole. Mais ça a été défini. C'est cohérent parce que ça a été Oui. défini. Parce qu'ils Oui, se sont c'était posé pas la au bon question vouloir, et ils ont décidé de prendre cette décision-là Ouais. et d'avoir cette approche. Exactement. À l'inverse, si on prend d'autres marques, on va dire dans vêtements, accessoires, etc. Un peu plus cher. Voilà. Ici, l'exemple de Lancôme, on est plutôt sur une marque donc, de luxe qui en plus a une cible quand même plus âgée que 15-25. Et eux, ils sont pas forcément dans ce besoin de créer de la proximité avec leur cible. Donc, ils vont plutôt favoriser du vouvoiement et un ton un peu plus conventionnel. Ça n'empêche pas que c'est forcément une marque qui est sérieuse et peut-être un peu rigide. On peut amener aussi de la souplesse, de la légèreté. En tout cas, eux, le cadre qu'ils ont choisi, c'est plutôt de vous voyez avec un ton un peu léger. Un autre point aussi, c'est la longueur des phrases. Déjà, de manière globale, en rédaction d'un point de vue référencement naturel, mais qui rejoint aussi un objectif ergonomique pour les utilisateurs, on recommande, je crois, qu'une phrase ne fasse pas plus de 20 mots, 20-30 mots, je crois. C'est beaucoup? Ok, 20 mots. Sauf quand on s'appelle Proust. Quoi. Ouais, mais bon, là, on a perdu une grande partie de la population. Ça dépend de la cible. Et Voilà, pour, c'est tu ça, vois, exactement, toujours. sur une cible très verticale, ça peut marcher. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on privilégie les phrases courtes. Encore plus si vous êtes sur des réseaux sociaux. Là, on est vraiment sur des phrases encore plus courtes qu'on pourrait recommander dans un article de blog, par exemple. Parce que on va très vite, on scrolle sur notre fil d'actu, on va très vite. Donc en 6 mots, il faut que j'ai l'information, quoi. Donc ça, c'est aussi une question que vous pouvez vous poser et écrire dans la charte éditoriale. À moi, on va parler un peu de grammaire. Tournure active, tournure passive. La souris a été mangée par le chat a mangé la souris. Donc là, on passe de la forme passive à la forme active. Bon, en gros, on va pas s'étendre, mais la forme active est quand même plus simple, compréhensible et moins lourde. Donc, favoriser la tournure active. Les nombres, les chiffres, est-ce qu'on écrit les nombres, est-ce qu'on met en chiffres, on écrit en chiffres, on écrit en lettres les nombres, généralement jusqu'à 9, voilà. Enfin bon, il faut définir un peu des règles. Est-ce qu'on met euro ou est-ce qu'on met le symbole euro? Est-ce qu'on met un espace entre le chiffre et le... Voilà. Voilà. Bon, encore une fois, c'est de définir un peu. Donc là, on vous met un certain nombre d'exemples sur lesquels il faut arbitrer une bonne fois pour toutes pour que ce soit encore une fois qu'on n'ait plus de questions à se poser et que la prise de parole soit cohérente de bout en bout. Pareil, la ponctuation. Est-ce que vous allez utiliser point d'exclamation ou pas? Alors là, est-ce qu'on met un espace avant les signes doubles ou pas? Avant un point d'interrogation ou un point d'exclamation, est-ce qu'on met un espace?
Bon, la règle, quand même, c'est La règle de le faire. française dit qu'il faut le mettre. Voilà. Il y a des règles Donc, typographiques. voilà, il y a des règles typographiques. Mais Mais après, pourquoi pas? Enfin, je sais pas, ça peut être aussi... ou mettre un point d'interrogation inversé comme les Espagnols devant vos phrases. Bon, ça, oui, tout à je fait. délire un peu, mais voilà. Bon. Les emojis, les émoticônes, bon. Est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on les utilise pas? C'est intéressant quand même, hein. C'est universel, ça marche dans toutes les langues, ça a un ton plus léger, ça permet de nous rendre plus accessibles, messages un peu plus humains, avec de l'émotion, quoi, à proprement parler. C'est très visible, hein, visuellement, c'est quand même, ça a beaucoup plus d'impact qu'un mot écrit a priori. Voilà, donc bah, il faut se positionner là-dessus aussi. Les emojis, est-ce qu'on les utilise ou pas? Et si on les utilise, comment, jusqu'où? Encore une fois, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a juste une règle à définir avec un curseur à placer jusqu'où on va. Donc là, par exemple, c'est la boîte mail d'Emma, je crois. Oui. Et on voit la boîte mail d'Emma parce qu'en fait, les emojis, c'est pas simplement pour communiquer sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi pour l'emailing. Et là, donc, on voit la boîte mail d'Emma. Et ben, il y a, je sais pas combien, au moins 3 ou 4 3 emojis, newsletters. voilà, qui intègrent des emojis. Et ça peut être intéressant aussi. Et on voit que dans sa liste de boîtes mail, et ben, les mails qui ressortent a priori, c'est quand même les 3 mails avec les emojis, quoi. Donc, ça peut avoir un intérêt à proprement parler, pas que dans une communication sur les réseaux sociaux. Les mots ou expressions à éviter, tu en as parlé un peu au préalable. On peut peut-être mettre l'accent sur ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est qu'on utilise des mots en anglais ou pas. Ça, c'est un choix éditorial aussi. Nous, on a décidé de bannir. Donc, à chaque fois, alors marketing automation, on avait un peu galéré. Je sais pas si on est arrivé ou pas. Enfin, le slow content, snack content, on galère aussi. Voilà, mais c'est quand même une exigence qu'on a, même si on n'arrive pas systématiquement, de bannir l'anglais de notre vocabulaire quand on prend la parole. Et il y a juste un autre point que je voulais ajouter aussi qu'on n'a pas écrit, c'est comment est-ce qu'on parle de l'entreprise. Par exemple, concept image, je vais prendre cet exemple-là. Est-ce qu'on dit concept? Est-ce qu'on dit concept image? Est-ce qu'on dit CI? CI, ça c'est de l'interne, mais est-ce que c'est compris à l'externe? Est-ce qu'on dit agence conseil en communication digitale? Ou est-ce qu'on dit agence conseil, agence digitale, agence communication? Bon, bref, on peut en dire plein. Ouais, on peut se prendre la tête pendant des heures et des Voilà, heures. à un moment donné, il faut statuer. Mais ça aussi, c'est à ajouter dans votre charte édito de comment est-ce qu'on présente, comment est-ce qu'on se présente soi en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est important. Et puis juste, oui, il y a une nouvelle question sur le chat. Est-ce que le ton peut être différent selon le canal? Oui. Est-ce que, effectivement, si j'ai une communication sur Instagram ou si j'ai une communication par newsletter, oui, le ton, il peut être différent, complètement. Mais après, il faut qu'il y ait quand même une cohérence de marque. Ouais, exactement. Voilà. Faut pas non plus partir dans tous les sens. En fait, il faut pas... Je pense qu'il y a des choses un peu évidentes comme faut pas vous voyer dans un support, tutoyer dans l'autre. Ça paraît quand même un peu compliqué. Donc il faut une base commune. Et après, on peut se permettre peut-être de pousser un peu plus un ton qu'on aurait défini sur Instagram ou sur une newsletter ou sur un blog. Donc oui, et même pour le coup... Pour moi, c'est même nécessaire. Oui, enfin, dans un livre blanc, on va pas utiliser le même ton que sur, en effet, Twitter ou Instagram. Tout à fait. Michel et Augustin. Ouais, donc là, l'exemple classique en marketing, merci à eux parce qu'ils en ont fait, je pense, ils ont été cités dans beaucoup de cours de marketing, mais en même temps, ils sont bons et on aime bien ce qu'ils font, donc ils sont bons dans leur métier et ils sont bons dans leurs produits. Dans leurs produits. Ils ont tout gagné. Dans leur com, ouais. Voilà. Donc eux, leur objectif, c'est clairement de créer de la proximité avec leur cible. Ils le font en plus depuis plusieurs années. Ils veulent que la marque soit accessible. On a envie de se dire que c'est nos copains et qu'on aimerait bien les inviter à boire un verre. Voilà, on a vraiment on a cette proximité avec eux. Et ils emploient un ton familier, un ton original, un ton décalé. Donc là, c'est des exemples de publications récentes sur leurs réseaux sociaux. On peut le voir aussi sur leur site internet. En fait, pour capter un peu notre attention,
Sur le site, ils ont utilisé du vocabulaire un peu familier, quelque chose un peu aussi d'inhabituel qui peut inspirer la sympathie. Par exemple, ils utilisent les mots comme gribouiller votre email ou bavardons ensemble au lieu d'écrire contact ou toquer à notre porte au lieu d'écrire coordonnées, je sais pas. Donc forcément, bah déjà ça nous fait tilter un Interpelle. petit peu, exactement, ça nous interpelle. Et puis ça nous fait sourire en plus. Et puis eux, ils n'hésitent pas à utiliser des emojis dans les différents canaux de communication. Un autre exemple, ils utilisent beaucoup d'adjectifs comme incroyable, super, petit pour parler des produits et pour parler de leur équipe. Et à l'inverse, il y a des mots qu'ils ne veulent absolument pas qu'on retrouve justement dans leur contenu, c'est consommateur, produit, employé. À la place, ils vont plutôt dire des gourmands, des recettes et des trublions. Donc eux, ils ont vraiment poussé la charte éditoriale assez loin. Et ils le font depuis plusieurs années. J'imagine qu'ils se renouvellent régulièrement. En tout cas, ça fonctionne bien puisqu'on parle d'eux aujourd'hui. Un autre exemple qui est Star. Donc Star, c'est le service de transport public de Rennes pour tous les Rennais. Tout le monde connaît quand même. Voilà. Pas tout le Sauf monde. si quelqu'un à Marseille nous suit. Voilà, on Mais n'a pas que bon. des gens de l'agglomération rennaise. C'est la RATP locale, quoi. Ouais, c'est ça. Donc eux, dans leur charte éditoriale, donc pareil, ils ont listé tout un certain nombre de points. Par exemple, Star, ça s'écrit toujours en capital. Donc ça, voilà, c'est important. On ne dit pas la star, on ne dit pas le star. Je pense qu'on a tendance à ajouter la parce que ça nous fait penser à star comme... De cinéma. Voilà, exactement. Que de fait, nous, en français, on a mis la star, mais on aurait pu dire le star, hein, c'est pareil. Donc voilà, c'est souvent genré féminin. Donc eux, c'est bien précisé dans leur charte éditoriale. On écrit star. On ne Sans genre. genre pas ce mot, voilà. Et puis, pour les modes de mobilité, par exemple, ils précèdent toujours la marque, ils séparent avec une virgule et ensuite ils écrivent bus, vélo, trottinette, etc. Donc par exemple, c'est star, virgule, le vélo, star, virgule, la trottinette. Et pas le vélo star ou la trottinette star. Ça n'empêche absolument pas Usagers. les usagers Faire ce qu'ils d'utiliser veulent. les termes qu'ils ont envie. Mais eux, ça permet déjà comme en plus ils sont nombreux, enfin j'imagine qu'ils sont nombreux, ou en tout cas plusieurs personnes à écrire, de fait, ça clarifie un petit peu la chose pour que tout le monde écrive de la même manière, et ça permet quand même de donner les bons mots. Après, bon, bah, les usagers, ils prennent les dérives qu'ils ont envie, mais au moins c'est précisé, quoi. Et eux, donc là c'est des exemples de posts de réseaux sociaux, ils sont plutôt dans un ton sérieux, dans un ton neutre, en fait. Ils parlent à tout le monde pour le coup. Eux, ils ont un peu toutes les cibles, hein. Là, ça va de tous les âges à tous les types, entre celui qui habite dans le centre de Rennes, celui qui habite au fin fond de la campagne, là où le bus est desservi. Donc, ils parlent vraiment à tout type de cibles. Et ils ont envie de garder ce ton un peu neutre. Et après, l'objectif, c'est aussi de faire des phrases assez simples, pas trop complexes, le plus clair possible. Ils évitent certains mots comme ils ne disent pas usager, donc comme on vient de dire, ils utilisent plutôt voyageur. Et puis ils ont des trucs très précis pour les indicateurs de temps et de fréquence. Parce qu'effectivement, bah, surtout quand on prend le bus et le métro, on est très dans combien de temps passe le prochain bus. Clairement, c'est la première question qu'on se pose, je pense, quand on arrive à un arrêt. Et du coup, ils essaient de formuler avec l'unité la plus petite. Au lieu de dire 1 minute 30, ils vont plutôt dire toutes les 90 secondes. C'est le même temps, hein, mais c'est vrai que quand on se dit ah ouais, 90 Sûr. secondes, c'est pas très long. C'est sûr. Donc voilà, là, c'est deux exemples différents, mais qui montrent comment on peut écrire, comment on peut composer notre charte édito. Alors, à quoi ça ressemble concrètement une charte éditoriale? Donc là, un exemple un peu emblématique, hein,
qui a été d'ailleurs très inspirant pour nous, pour produire notre propre charte éditoriale et puis même pour développer la méthodologie et accompagner nos clients sur le sujet. C'est Mailchimp. Voilà, donc je vous engage à aller la voir, elle est accessible en ligne. Donc vous pouvez, alors bon, c'est un peu écrit en anglais, mais c'est très très bien structuré, fait. C'est vraiment un exemple tout à fait. Alors ça va très loin, probablement plus loin que là où vous seriez amené à aller vous-même, mais c'est très intéressant, très bien structuré, très bien fait. Donc je vous engage à parcourir un peu ce qu'ils ont réalisé. Et donc on va vous présenter aussi. Donc oui, c'était pour parler sur quelle forme. Donc la première forme possible, c'est de publier sur Internet. Vous pouvez et puis donner accès ouvert comme Mailchimp ou fermé simplement pour les collaborateurs. Mais ça permet simplement d'avoir un endroit où retrouver l'information. Deuxième exemple, ça c'est une charte éditoriale qu'on a réalisée pour l'école IGCR, donc qui a été fait par l'agence. Et là, notre livrable, ça a été un document sous forme de slide, même si on en a édité aussi un livret print, enfin print, papier. Ouais. Voilà. Donc ça peut être fait avec PowerPoint ou Google Slide. Et là, si tu veux, je l'ai rajouté hier. C'est toi qui l'as fait, ouais, vas-y. Là, on a travaillé avec la CARSAT Bretagne, partie direction risque professionnel. On a travaillé justement une charte éditoriale avec eux, qu'on avait produit dans un premier temps sous la forme Google Slide, comme on vous l'a montré là pour l'IGC. Et en fait, pendant notre restitution et présentation du document en interne, il y a l'un des collaborateurs qui a dit moi, j'aimerais bien l'avoir en poster et l'afficher dans mon bureau. Du coup, ils l'ont réalisé. Donc ça, c'est un document qu'ont réalisé sur la base du travail qu'on a fait ensemble. Et en fait, effectivement, ils ont produit ce format A4 ou A3 d'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont imprimé, mais qui liste c'est quoi l'objectif de cette charte en 2 lignes, les 3 cibles qu'on avait définies ensemble, les 3 valeurs que eux partagent à la CARSAT, c'est un point très fort chez eux dans leur ADN, donc c'est reprécisé ici. Et après, on a tout le listing, alors pour le coup pas détaillé, hein, mais en grand bullet point qui précise du coup tout ce qu'on s'est dit. Et de l'autre côté, ils ont un exemple de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Donc vous voyez les petites bulles bleues, les bulles rouges, c'est ce qui se fait en bleu, ce qui ne se fait pas en rouge. Et donc comme ça, ils ont voilà, exactement. Et en tout cas, l'idée qu'ils avaient émise, c'est je me l'imprime, je me le colle dans mon bureau, ou en tout cas, il n'est pas très loin, et dès que j'ai un contenu à rédiger, je le reprends. Donc ça, c'est un format aussi secondaire qui peut être intéressant à utiliser. Bah, ne quitte pas le micro. Ouais, tout à fait. Donc, la stratégie éditoriale, c'est bon. La charte éditoriale, c'est OK. Et du coup, il nous manque un dernier outil, c'est le planning éditorial. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien d'avoir des deadlines de quand est-ce que je produis, enfin, pour quand est-ce que je dois produire mes contenus. Et de fait, comment est-ce que je vais m'organiser en amont. Et ce planning éditorial, ça permet d'avoir cette vue globale. Donc, ce qui peut être bien d'avoir un minima dans ce planning éditorial, c'est au moins de fait la date de publication ou de parution prévue pour le contenu, le canal sur lequel on va publier ce contenu, donc ça peut être le ou les canaux d'ailleurs, hein, l'auteur, si vous êtes plusieurs à travailler sur la partie rédaction, le thème pour, quand vous aurez tout votre tableau, se dire « Ah oui, j'ai à peu près abordé tous les thèmes », plutôt que « Oh là là, j'ai 5 publications d'affilée qui sont sur la même thématique ». C'est un choix, ok. C'est peut-être un peu trop. Dans ces cas-là, je vais peut-être interchanger et ça, je le publierai un peu plus tard. La description, ça peut être bien pour mettre quelques mots, un peu le résumé de ce que vous allez dire. Si c'est quelque chose pour un réseau social, peut-être que vous pouvez le mettre directement en entier ici. Si c'est un article de blog, le résumé et quelques bullet points pour exprimer ce que vous avez en tête.
un visuel si jamais c'est nécessaire d'avoir un visuel en complément, et puis un statut pour savoir où est-ce que vous en êtes. À faire, en cours, à relire, publier, etc. Après, à chacun de définir les choses. Le planning, vous avez plein de méthodes et d'outils disponibles pour le créer. Nous, par exemple, on le fait sous format Google Sheets, donc sur Drive, sur Google Drive. Là, c'est un exemple de notre calendrier, notamment pour le mois d'avril. Donc, ça regroupe ici tout. Là, c'est notre calendrier dédié pour les réseaux sociaux. Donc, ça regroupe tous les publications qu'on avait à venir sur le mois d'avril. On peut le faire aussi sous forme de Trello. Donc Trello, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de gestion de projet, un outil collaboratif qui permet de travailler comme ça sous forme de cartes, de colonnes, de tâches, et surtout qui permet de travailler à plusieurs. Et notamment là, il y a une agence qui le fait sous Trello, où en fait, ils font des colonnes par mois. Et après, dans chaque colonne, ils mettent du coup une carte égale une publication, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur un blog ou même les newsletters. Donc vous, je ne sais pas si vous utilisez déjà d'autres outils autres que là, les deux qu'on vous a présentés. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les lister dans le chat. Voilà, on arrive au bout de tout ce qu'on avait à vous dire. Merci déjà de votre attention. On espère que ça a été clair. On n'a pas mangé les chouquettes, mais... Ouais, c'est après. Du coup, juste pour vous présenter les prochains petits déj qu'on organise. Donc, le 19 mai, on a un petit déjeuner sur l'emailing. Comment déployer une stratégie d'emailing de manière efficace. Et ensuite, celui du 9 juin. C'est ça, j'ai agrandi. Ouais, 9 juin, c'est sur la communication interne. Donc, comment créer un collectif et comment faire progresser les collaborateurs et l'organisation. Donc là, c'est un nouveau thème qu'on n'a jamais travaillé encore, qui est encore un petit peu différent de vraiment le digital. On part plutôt sur l'aspect communication. Si vous avez envie d'en savoir plus, sur notre blog, on réunit plein de sujets sur la communication digitale et... 172 articles. Ah ouais, ok. Ouais, je sais plus, non, je dis ça au hasard, mais je crois que c'est... Non, mais on a changé de site début janvier. Je crois qu'il y a plus de 150 donc, du articles. coup, ouais, effectivement, il y avait pas mal de contenu à relire. Vous voyez notre stratégie éditoriale, donc nous, ça fait, je sais pas combien de temps, ça fait 5 ans peut-être, au non moins 5 ou 6 ans, Ouais, 5 ou 6 on ans. publie régulièrement des articles, des machins, Mm. donc on a aujourd'hui un blog avec beaucoup de contenu, Ouais. et voilà, et qui nous génère aussi du référencement naturel, parce que Google est content de voir tout ce contenu qui est mis à jour régulièrement. Donc, Et voilà. aussi, dans notre démarche interne, on a commencé par des articles de blog. Et une fois que c'était rodé, on est venu ajouter les petits déjeuners en présentiel à l'époque. Et une fois que c'était rodé et on n'a pas eu le choix avec le Covid, on s'est lancé en webinaire. Et maintenant, on en fait un par mois. Et tout ça, c'est... Ouais. Ça y est, la machine, elle est lancée. Donc, quelle est la prochaine étape? Je sais pas. Ouais, mais je pense que c'est un point intéressant, c'est de ne pas être forcément trop ambitieux au départ, essayer de monter une cathédrale d'un seul coup, commencer à poser quelques pierres, pas trop ambitieuses, mais avec un cadre quand même qui est clair et structuré, pour pouvoir ensuite continuer à apporter des briques. Donc là, par exemple, depuis, ça doit être le 4e petit-déj, qui sera disponible sur YouTube. Ouais, avant, on ne le faisait pas. Exactement. Maintenant, on le publie en replay sur YouTube. Bon, l'étape d'après, c'est peut-être le côté stand-up, non? Je le sens bien, Julie. Ça. On verra ça l'année prochaine. Et puis du coup, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Google My Business. Ça nous fait gagner des points. Ça nous fait gagner des points. Et puis ça nous fait plaisir. C'est surtout ça. Ouais. Voilà, donc merci à tous, merci à ceux qui étaient en distanciel sur Twitch, merci à celles qui étaient en présentiel. Je regarde, est-ce qu'on a des questions? On a des merci. On a des merci, on a quelqu'un qui précise que Trello, effectivement, c'est vraiment pas mal quand on est plusieurs à travailler dessus. Donc, oui, c'est un bon outil de gestion de projet.
Est-ce que vous avez des questions éventuellement En présentiel. Vous avez le droit de poser des questions vous aussi. Hein. Est-ce que vous en faites aussi en juillet-août ou pas du tout? Ah Ouais, oui, alors, juillet, c'est 12, on fait 12, donc c'est début juillet, on fait un webinaire début juillet, Ouais. et on fait un webinaire fin août. Ouais. On a dit 12, on fait 12. Ouais. En fait, normalement, c'est plutôt en troisième jeudi du mois, je crois. Ouais. Mais on s'est dit que 25 juillet, c'était pas une bonne idée. Ouais. C'est pour ça que là, à partir du mois prochain, on décale un petit peu pour que ça fasse pas aussi fin juin et début juillet Ah d'affilée. oui, d'accord. Mais oui, il y aura bien des Ouais. présents. Et je voulais rajouter aussi un truc, c'est que de mettre en œuvre chez Concept Image cette démarche de, de production éditoriale, Mm. ça a aussi pour les collaborateurs été une source d'intérêt, d'épanouissement. Je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, ça a embarqué un peu les collaborateurs déjà pour se rendre compte qu'ils étaient légitimes à écrire des contenus à valeur ajoutée qui pouvaient être susceptibles d'intéresser les gens. Et c'est quand même très valorisant pour des collaborateurs. Et puis le deuxième élément, c'est aussi la prise de parole dans le cadre des webinaires. C'est pas forcément facile, tout le monde est... Et les gens sont contents finalement. T'es content toi? Ouais. Pourtant c'est pas ton premier. Oui. Mais il y en a, c'est leur premier. C'est pas facile de prendre la parole. Là, il y avait, je sais pas, 60, 70 personnes qui étaient en ligne. Et puis vous étiez quand même moins en présentiel, mais voilà, c'est pas forcément facile de se sentir à l'aise, légitime pour prendre la parole. Et quand on y arrive, donc il y a aussi des effets de bord, assez positifs Oui. pour les collaborateurs et l'entreprise, quoi. Moi, je vois ça, c'est aussi un temps de prise de recul sur son activité, sur, Ouais. c'est le moment où en fait, ça pousse à refaire de la veille, à comparer Oui. avec les Exactement. autres et à s'auto-former finalement. Exactement. C'était le point que je voulais rajouter aussi de l'intérêt de travailler sur ces webinaires et sur des articles de blog, le slow content, c'est que ça nous force à progresser nous-mêmes. À chaque fois qu'on organise, parce qu'on va bosser, en effet, on va faire de la veille, des recherches pour pouvoir construire, soit écrire un article de blog, soit construire la présentation du webinaire. Et ça nous fait progresser sur notre propre métier, quoi. Donc, en effet, c'est une forme de R&D aussi pour l'organisation. Complètement. Puis ça nous fait sortir aussi un peu de nos missions au quotidien. On fait quelque chose d'un peu différent, mais quand même qui est relié, donc c'est peu bénéfique. Mais c'est pas facile, hein. Parce que pour embarquer les collaborateurs là-dedans, il faut quand même du temps et de l'énergie pour que les gens se disent ok, je me lance, quoi. Voilà. Mais après, bon, quand la boule de neige C'est ça. voilà, commence à rouler, ça marche. C'est bon, on est dedans là. Ok, ça marche. Bon, nous on va prendre un café. Bonne journée à ceux qui sont en distanciel. Voilà, et au prochain, donc, qui aura lieu 19 mai. le 19 mai. Merci à tous. Merci à vous. marche. Merci. Au revoir.